Yo, what's up? Radio Cards, the best radio station of the campus. Radio Cards, Radio Cards. It's arts only. Bonjour tout le monde, moi c'est Amel, aka The Moon. Alors aujourd'hui, pour l'épisode de Radio Cards, je vais vous lire des extraits du discours prononcé par Aimé Césaire dans le cadre du premier Festival mondial des arts nègres à Dakar en avril 1966. Mesdames, Messieurs, le thème de ce colloque est ainsi formulé. Fonction et signification de l'art négro-africain dans la vie du peuple et par le peuple. Avant de parler de l'art africain et de sa signification pour l'Afrique moderne, le mieux m'apparaît de parler de l'art tout court et de sa fonction dans le monde tout court. Pourquoi il nous apparaît essentiel à nous autres, hommes de culture, de valoriser la fonction de l'art. Car enfin, l'art n'est pas toute la culture, il n'en est qu'un aspect. Alors pourquoi privilégier cet aspect au détriment des autres aspects de la culture ? Je répondrai que c'est un signe des temps et que si nous avons, d'un propos délibéré, choisi de privilégier l'art, c'est que nous estimons que jamais comme aujourd'hui le monde n'a eu autant besoin de l'art. Qu'on le veuille ou non, il y a à l'heure actuelle une civilisation éminente, c'est la civilisation européo-américaine, qui ouvre le monde de son réseau et atteint désormais les points les plus reculés du globe. Il est inutile de rappeler les mérites de cette civilisation européenne, ils sont nombreux et éclatants. Comme l'homme a besoin d'oxygène pour survivre, il a besoin d'art et de poésie. Il sait en effet, au contraire de la pensée conceptuelle, au contraire de l'idéologie, que l'art et la poésie rétablissent la dialectique de l'homme et du monde. Par l'art, le monde réifié redevient le monde humain, le monde des réalités vivantes, le monde de la communication et de la participation. D'une collection de choses, la poésie est jeunesse. Elle est cette force qui redonne au monde sa vitalité première, qui redonne à chaque chose son aura de merveilleux en la replaçant dans la totalité originelle. Si bien que sauver la poésie, sauver l'art, c'est en définitive sauver l'homme moderne en personnalisant et en revitalisant la nature. Et puisque je parle au nom des poètes d'Afrique et des poètes d'Afrique francophone, permettez-moi d'évoquer ici l'ensemble du mouvement poétique dit de la négritude. Mes chers amis, je dois vous dire tout de suite qu'aucun mot ne mérite davantage que le mot négritude. Je n'aime pas du tout ce mot-là, mais puisqu'on l'a employé et puisqu'on l'a tellement attaqué, je crois vraiment que ce serait manquer de courage que d'avoir l'air d'abandonner cette notion. Si la négritude a bien mérité de l'Afrique, c'est que précisément, dans l'étendue de l'abomination et de la nuit, ces poètes ont été, malgré leurs défauts, des porteurs de clarté. L'apparition de la littérature de la négritude et de la poésie de la négritude n'a produit un tel choc que parce qu'elles ont dérangé l'image que l'homme blanc se faisait de l'homme noir. Et c'est bien cela, je crois, le service que la négritude a rendu au monde. C'était par là contribuer à l'édification d'un véritable humanisme, de l'humanisme universel. Si j'avais à définir l'attitude du poète de la négritude, la poésie de la négritude, je ne me laisserai pas désorienter par ses cris, ses revendications, ses malédictions. Ces cris, ces revendications, je ne les définirai que comme une postulation, irritée sans doute, une postulation impatiente, mais en tout cas une postulation de fraternité. Et j'en arrive à l'objet même de ce colloque, le sens et la signification de l'art dans l'Afrique d'aujourd'hui. On peut affirmer sans crainte, jamais l'Afrique n'a eu autant besoin de l'art. Jamais elle n'a eu autant besoin de son art, de son propre art. Ce n'est pas parce que le colonialisme a disparu que le danger de désintégration de la culture africaine a disparu. Le péril pour l'Afrique, ce n'est pas le refus du monde extérieur, ce n'est pas le refus d'ouverture, c'est bien au contraire l'oubli d'elle-même. C'est l'acculturation et la dépersonnalisation. Une remarque qui va loin et qui est significative des dangers que court à l'heure actuelle l'homme d'Afrique, la culture d'Afrique, l'art africain. Monsieur Bastide l'a dit. Ne viendra-t-il pas un moment où il n'y aura plus d'art africain et où il n'y aura plus qu'un art semblable à tous les autres arts du monde, avec cette seule différence, mais absolument secondaire, insignifiante, négligeable, qu'il aura été fait par des Africains et non par des Européens ou des Américains ? Nul d'entre nous, bien sûr ici, n'est dans le secret de l'histoire et nul ne peut donner de réponse à l'interrogation angoissée de M. Bastide. Mais alors, me dira-t-on, que faut-il faire pour assurer à l'art africain, et non pas à l'art des Africains,
une survie et une vitalité nouvelle dans un monde moderne pour lequel il n'a pas été fait et dont tous les éléments conspirent à sa disparition. C'est là pour nous une question essentielle. Cette survie et cette vitalité nouvelle sont-elles possibles ou sont-elles seulement envisageables ? En effet, dans l'art africain, ce qui compte, ce n'est pas l'art, c'est d'abord l'artiste, donc l'homme. Dans le cas africain, il s'agit pour l'homme de recomposer la nature selon un rythme profondément senti et vécu, pour lui imposer une valeur et une signification pour animer l'objet, le vivifier et en faire symbole. Autrement dit, l'art africain est d'abord dans le cœur et dans la tête et dans le ventre et dans le pouls de l'artiste africain. L'art africain n'est pas une manière de faire, c'est d'abord une manière d'être. Si cela est vrai, on comprend le double échec auquel nous assistons souvent. L'échec des artistes africains qui s'évertuent à copier des œuvres européennes ou à appliquer des canons européens. Mais aussi l'échec esthétique des artistes africains qui se mettent à copier du nègre en répétant mécaniquement des motifs ancestraux comme ces nègres boches dont nous a parlé M. Bastide et qui, pendant un certain temps, pendant une certaine période de l'histoire, ont recopié, reproduit mécaniquement les modèles légués par leurs ancêtres ascendis. L'art africain n'est pas copie. Il n'est jamais copie, fût-ce de soi-même. Il n'est jamais reproduction, répétition, reduplication, mais au contraire inspiration. C'est-à-dire agression de l'objet, investissement de l'objet par l'homme qui a assez de force intérieure pour le transformer en une forme totale de communication. L'art africain de demain vaudra ce que vaudront l'Afrique de demain et l'Africain de demain. Si l'homme africain s'appauvrit, s'il s'étiole, s'il se coupe de ses racines, s'il se prive de ses sucs nourriciers, s'il devient le voyageur sans bagage, s'il déleste de son passé pour entrer plus allègrement dans l'ère de la civilisation de masse, s'il se débarrasse de ses légendes, de sa sagesse, de sa culture propre, ou bien tout simplement, s'il considère qu'il n'a plus aucun message à délivrer au monde, s'il a perdu son assurance historique, ou s'il ne la retrouve pas, rien n'y fera malgré les festivals, malgré les encouragements officiels, malgré l'UNESCO, malgré tous les prix. C'est très simple. L'art africain s'étiolera, s'appauvrira et disparaîtra. Si, au contraire, l'homme africain conserve et préserve sa vitalité, son assurance, sa générosité, son humour, son rire, sa danse, s'il se campe fièrement sur sa terre, non pas pour s'isoler ou pour bouder, mais au contraire pour accueillir le monde, alors l'art africain continuera. Bien sûr, il aura évolué, et mieux, il se sera transformé. Mais cette évolution même et cette mutation seront le signe que l'art africain sera vivant et bien vivant. C'est entre nos mains à tous que se trouve l'avenir de l'art africain. Yo, what's up? Radio Cards, the best radio station of the campus. Radio Cards. Radio Cards. It's cards only. Avec mon pôle, donc avec le théâtre, depuis combien de temps j'en fais, les pièces que j'ai pu faire, mais aussi je vais vous raconter certaines anecdotes. Alors, le théâtre, ça fait à peu près 10 ans que j'en fais. J'en ai fait au niveau intrascolaire, mais également au niveau extrascolaire. Et j'ai pu effectuer différents types de théâtre, donc du théâtre à texte, et c'est ce que je préfère, mais également de l'improvisation, et je peux vous dire que l'impro, je n'aime pas ça. Et j'ai également fait du théâtre forum, qui peut se définir comme, je cite, étant du théâtre fait par le peuple et pour le peuple, qui a pour but en fait de dénoncer et de mettre en scène des situations d'injustice. Donc en fait au milieu de la pièce, on va couper une certaine scène où un problème va être énoncé et on va faire entrer des membres du public qui vont avoir pour objectif de résoudre ce problème. Donc là pour le coup le théâtre forum c'est vraiment le parfait mélange entre théâtre à texte et de l'improvisation, dans le sens où toute la première partie de la pièce on suit un texte qu'on aura appris, mais à partir du moment où un ou plusieurs membres du public entre en scène, ça part en totale improvisation. Alors j'ai surtout eu le rôle de comédienne, mais j'ai aussi pu m'essayer à la mise en scène en 3e lors d'un spectacle en anglais sur le harcèlement scolaire. Bon, je n'étais pas la seule élève mise en scène, on était plusieurs. Je préfère être sur scène à jouer, mais c'est quand même très très kiffant d'avoir ce rôle un peu directif.
Donc comme j'ai dit au début, j'ai fait du théâtre au niveau intrascolaire mais également au niveau extrascolaire. Comme par exemple j'ai eu la chance il y a 2 ans, 3 ans de cela, de faire un stage au cours Florent. C'était sur Marseille et c'était juste incroyable. C'était très très intensif et je vous avoue qu'au départ j'avais quelques a priori par rapport à ça parce que j'avais jamais fait du théâtre aussi intensément. Dans le sens où de 9h à 17h on faisait du théâtre juste avec une pause de 45 minutes à midi pour manger. Vraiment on mangeait, on buvait théâtre, on respirait théâtre et c'était juste génial. J'ai rencontré des personnes formidables et on était vraiment tous... On se regroupait tous autour de cette passion commune qui était le théâtre, donc c'était vraiment un super bon moment que vraiment j'oublierai jamais. Et aussi ce qui m'a beaucoup plu dans cette expérience, c'est que j'ai enfin pu m'essayer aux pièces classiques, enfin du registre classique. J'ai majoritairement fait des pièces assez contemporaines et là pour la première fois je jouais réellement du classique. On a fait Richard III de Shakespeare mais aussi Les Reines de Chorette et j'ai vraiment adoré. Notamment une tirade dans Richard III que j'ai toujours en tête tellement elle m'a marquée. Bon, vous l'aurez compris, ça fait quand même pas mal de temps que je fais du théâtre et pour le coup, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai beaucoup d'anecdotes à raconter mais j'en ai sélectionné que 3. Ce sont des anecdotes plus ou moins drôles. Bon, je vais essayer de les répertorier de manière assez chronologique. Alors ma première anecdote, elle est en rapport avec mon premier couac sur scène, enfin pas sur scène mais juste avant d'entrer sur scène. Et c'était l'une de mes premières pièces. J'étais au primaire il me semble. Je me rappelle plus du tout du nom de la pièce. Je me souviens juste qu'il y avait 2 sœurs. Bon, je vais vous le raconter de manière assez superficielle, mais il y avait une sœur gentille et une sœur méchante. Elles avaient été toutes deux ensorcelées et de la bouche de la sœur gentille sortaient des pierres précieuses, des diamants, etc. quand elle parlait. Et quand la sœur méchante, entre guillemets, parlait, des crapauds, serpents sortaient de sa bouche. Je ne me rappelle plus quelle sœur j'étais. Mais en tout cas, ce dont je me rappelle, c'est le problème avec ma robe rose que j'ai eu juste avant d'entrer sur scène qui m'a fait perdre 10 minutes dans les coulisses avec tous les élèves, tous les professeurs qui encadraient la pièce autour de moi en essayant de me fermer ma robe. C'était extrêmement frustrant et stressant de savoir que de l'autre côté il y avait les parents qui attendaient. Je ne considère absolument pas ça comme un mauvais souvenir et bien au contraire. Parce que je me rappelle, après avoir enfin réglé mon problème de robe, je suis arrivée sur scène, j'ai regardé le public 5 secondes et j'ai lâché un soupir de soulagement. Et au final, je me dis que je me suis pas laissée démonter et j'en suis plutôt fière. Du coup, c'est presque un bon souvenir pour moi. Et enfin, pour cette 3e anecdote, je vais vous parler du fou rire que l'on a eu l'année dernière pour la scène finale de notre pièce de terminale. Il faut savoir que cette scène finale était très particulière car c'était un accouchement dans la rue. À chaque fois, on interrompait la scène par nos fous rires. Et je m'en rappelle d'un en particulier, on avait bien pris 10 minutes avant de s'en remettre. On pleurait tous de rire, on était tous par terre. Parce qu'en fait, c'était tellement ridicule, on était 16 élèves sur scène à regarder une élève assise par terre avec un faux ventre en train d'accoucher. Et j'ai la scène là dans ma tête et c'était vraiment vraiment très très drôle. Et fun fact, cette scène on n'a jamais réussi à la faire du début jusqu'à la fin, mis à part le jour de la représentation. Enfin pour cette dernière partie, je vais vous parler de manière plus approfondie des dernières pièces que j'ai pu jouer. Donc celles durant mes années de lycée, donc en seconde, première, terminale. Si vous les connaissez ou bien vous les avez déjà jouées, n'hésitez pas à venir m'en parler, ça me ferait super plaisir de parler théâtre avec vous. Alors, je préfère lire des récapitulatifs de pièces tout droit venues d'internet pour éviter de m'égarer dans mes pensées. Alors la première pièce, celle qu'on a jouée en seconde, elle s'appelait Small Talk de Carole Fréchette. Elle s'appelle Justine, elle a 25 ans, une fille normale en apparence, mais elle a un problème étrange qui empoisonne sa vie. Elle ne sait pas faire la conversation.
Elle ne sait pas poser des questions simples. Comment vont les enfants? As-tu vu le match à la télé? Parler de tout et de rien, comme on dit. Ce que les anglo-saxons appellent small talk. Le small talk, c'est sa bête noire, son calvaire, son agonie. Elle a des choses à dire pourtant. Toute seule dans son salon le soir, elle déverse ses idées sur la vie dans de longs soliloques qui la soulagent tout en lui laissant un goût amer. Elle ignore d'où lui vient ce mal, mais elle sait qu'elle n'en peut plus de la solitude. Elle veut de toutes ses forces s'intégrer, faire partie du monde. Alors elle décide de changer. Avec les conseils de l'experte en échange conversationnel trouvé sur internet, Justine part à la conquête du dialogue. Son territoire d'expérimentation, ses collègues de travail, sa voisine de palier, une ancienne camarade de classe, mais aussi sa mère, parleuse compulsive devenue aphasique à la suite d'un accident, son père taciturne, sa belle-mère muette, sa belle-sœur exaltée, son frère Charlie tombé dans le small talk quand il était bébé, véritable prince de la conversation. La pièce raconte le parcours de Justine, ses audaces, ses échecs, ses progrès, ses découragements, ses rechutes, jusqu'à la tension extrême. En parallèle, un jeune homme, Timothée, suit sa propre trajectoire désespérée. Leurs itinéraires finiront par se croiser et alors l'art de la conversation prendra un tout autre sens. Ensuite, la pièce que j'ai jouée en première s'intitule Le porteur d'histoire. Elle a été écrite par Alexis Michalik. Du coup, c'est une pièce qui raconte en fait une série d'histoires qui sont liées à la disparition d'une famille noble sous la Révolution française. Donc comme pour Small Talk, je vais vous lire le descriptif, enfin du moins les principaux repères narratifs. C'est l'histoire de deux femmes, une mère et sa fille, Alia et Jeanne, qui vivaient dans une maison isolée au fin fond de l'Algérie et dont on apprend que le 14 juin 2001, elles ont mystérieusement disparu. C'est l'histoire d'un homme qui débarque un jour dans cette maison à Mechtalayazat et qui se met à raconter l'histoire qui a changé sa vie à ces deux jeunes femmes. C'est l'histoire du même jeune homme, Martin, qui, des années auparavant, se retrouve au volant d'une vieille 504 seule dans la forêt des Ardennes et qui cherche un village, le village de Linchamp, où son père vient de mourir. C'est l'histoire de Michel, le fossoyeur qui a bien connu le père du jeune homme et qui, tenant à l'enterrer dans le cimetière, commence à vider une tombe que personne n'a fleurée depuis 20 ans. Il y découvre des carnets par dizaines, carnets qui racontent une incroyable histoire, l'incroyable histoire d'Adélaïde de Saxe-de-Bourville. D'autres histoires s'emboîtent continuellement comme des poupées russes. Les époques s'entrechoquent jusqu'à nous projeter dans le passé comme des machines à remonter le temps. Et enfin, la troisième pièce que j'ai jouée l'année dernière. En fait, cette pièce, elle est composée de 3 extraits de pièces différentes. Du coup, Les effracteurs de José Plia, Jamais seul et Alan de Mohamed Rouabi. Du coup, Les effracteurs donc de José Plia, c'est l'histoire de Nico et Léo qui se retrouvent face à Clive et Bonnie. Les uns se préparent à cambrioler une maison et les autres veulent en dérober ses sentiments. Ensuite, par rapport à Jamais seul de Mohamed Rouabi, où sommes-nous? Sur la plaque tournante entre zone pavillonnaire et centre commercial. Plus de 40. Femmes, hommes, enfants, adolescents. Le petit peuple des jours qui se suivent et se ressemblent. Des gens qui vivent là ou tentent d'y vivre, et d'autres qui rêvent de partir ailleurs. Il y a souvent de l'amitié et de la solidarité entre ces êtres abîmés, fragiles, de la défiance aussi. Mais surtout il y a de l'amour, à foison, indestructible. Alors une règle est tacite pour affronter chaque jour sans perdre la raison, n'être jamais seul. Et enfin, le troisième extrait de la pièce Alan, encore une fois de Mohamed Rouabi, c'est l'histoire en fait d'Alan et de Mademoiselle Jones. Alan vit seul, il n'a pas d'amis. Au bureau, il remarque à peine Mademoiselle Jones qui pourtant lui veut du bien. Et c'est une pièce fantastique, onirique et burlesque. Et en fait, ces 3 pièces, du moins ces 3 extraits assemblés ensemble, créent une pièce au final pas du tout gaie. Certes, il y avait des moments assez drôles, mais d'une manière générale, les thèmes principaux tournaient autour de l'existence humaine, autour de la solitude et de la dépression, donc c'était quand même assez compliqué à jouer. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez parler de théâtre avec moi, c'est avec grand plaisir. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Radio Cards. Yo, what's up? Radio Cards, the best radio station of the campus. Radio Cards. Radio Cards. It's cards only.
Hey everyone, my name is Amel, aka The Moon, and I'm representing the theater poll on our list, Draw the Cards. So for Radio Cards today's episode, I'm going to read an article on Banksy and then analyze one of his artwork. The mythical character of the graffiti scene, Banksy, is identified as a troubadour of modern times. Renowned communist artist, no social fact resists him since he's incisive and mind-blowing in his art. Nowadays, Banksy has a place among the greats of this world by his countless reprehensible but very subversive acts. He loves to provoke, shock, even to disturb society, and that is why his work is so important. Despite his ability to break the rules, he remains to this day a mystery since his true identity has never been revealed. In all likelihood, Banksy is a street art graffiti artist from Bristol, England. Philanthropist, anti-war, and revolutionary, the artist uses his art as a medium for communication to say loud and clear his dissatisfaction with certain social phenomena, certain political situations, or outright certain decisions adopted by world leaders. Born in 1974, it was not until the 80s that he began to handle the aerosol after completing a butcher training. But it was between 1992 and 1994 he became truly a graffiti artist as part of a group called Bristol's Dry Breed Z Crew, assisting his colleague Cato and Tess. Since the beginning of his career, he employs an original combination of stencils and writings. He apparently stated he is not at his best with the usual aerosol spray can. Even though it was not until 2000 that he made use of more elaborate stencils. He would have explained that he conceived this idea after escaping a police chase while he was hiding under a train car. According to some sources, his real name would be Robin or Robert Banks, but again, nothing is certain. Banksy insists stubbornly on remaining anonymous as the graffiti's spirit that involves creating artworks is the purest secret. His art is a mixture of irony, irreverence, humor, and often contains very clear messages in the context that are not interpreted literally. The techniques he operates seems relatively diversified. Obviously, he develops himself very detailed stencil. Moreover, in the context of some works, there seem to be image translations, freehand painting, and of course a spray-painted part. Beloved child of the art world and the police authorities' nightmare, Banksy is also known as an art terrorist in Britain. His ability to sneak around the museums and centers of public attractions while maintaining anonymity is the cause. The artist disrupts the normal course of things, embellishing them, exaggerating them, giving his work a depth and perspective like no one else has wished to do it so far, in his own way of course. He manages his product cleverly. He excites and provokes the audience at the same time in such a fascinating way that they always want more. A little trip into his world is necessary in order to learn more about this character. He's fascinating. Then I wanted to analyze more precisely one of his work. So I decided to analyze the mural showing the main character of Victor Hugo acclaimed book Les Misérables, Cosette. She is emerging from a gas coming from a CS canister. The young girl looks extremely sad with tears dripping down her face, and there is a ripped French flag waving behind her. We can clearly see a contrast between the colorful flag and Cosette being represented in black and white. Next to the mural, Banksy added a QR code linking to a video of immigrants from the Calais refugee camp being attacked by police officers with tear gas. Through that, Banksy is clearly denouncing the way authorities treated immigrants in a refugee camp situated in the north of France. Also, one thing really important with this artwork is that he decided to display it in front of the French embassy in London, inducing overall supportive reactions. In my opinion, it takes a lot to express our thoughts on this subject without seeming aggressive or attacking, and that's why visual art is one of the best ways to express those point of views.
Banksy is known to be political through his artwork. He has done many graffitis revolving around the subject of immigration. Although graffiti is an illegal activity, he does go through risks in order to express his point of view on causes he truly believes in. And that's why I find him really inspiring. Okay guys, I hope that you liked this little podcast and see you soon for a new episode of Radio Cards.